Bonjour à tous et bienvenue dans ma dernière vidéo à La Réunion. Vous l'avez probablement remarqué, mais je me trouve à l'Anse des Cascades. Et aujourd'hui, j'avais surtout envie de venir ici pour vous présenter une personne que je suis sur les réseaux depuis 2 ans et qui m'inspire énormément pour son mode de vie. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est lui rendre visite et vous allez vite comprendre que ça va probablement devenir le futur de la chaîne. Allez! Boum! Et on se retrouve justement, il est juste là et je vais aller le voir. Donc c'est parti. Yes! Le voilà! Il est là! Salut! Je vous présente Johan. Alors Johan, je te laisse te présenter en 5 petites minutes, vas-y. Ouais. Même 5 secondes. Bonjour tout le monde, Johan, j'habite à l'île de La Réunion depuis 4 ans maintenant. Je suis infirmier, créateur de contenu à la retraite on va dire, à temps partiel plutôt. Et là, ce qu'on va faire, c'est un petit tour du van, parce que vous le voyez, il est juste derrière. Et je vais vous présenter plus en détail Johan. Allez! Vous l'aurez compris, j'adore le mode de vie de Johan. C'est pour ça que les discussions ont été super intéressantes et qu'au lieu de faire une vidéo, j'en ferai 2. La première partie, on va parler de son parcours infirmier, de son parcours à travers le monde, de la découverte de la van life aux grandes rencontres qu'il a pu faire. Et dans la deuxième partie, on parlera du van, on fera un grand van tour et il vous le présentera en détail. Action! Du coup, Johan, infirmier depuis 5 ans, dans la création de contenu depuis plus de 10 ans je pense, créateur de multiples choses sur les réseaux, que ce soit dans le médical ou dans la création de contenu pur, j'ai envie de dire. À côté de mon travail d'infirmier, je suis infirmier en neuroréanimation au CHU de Saint-Pierre, au CHU de La Réunion à Saint-Pierre. Et à côté de ça, je continue à faire de la création de contenu pour les prestataires touristiques et les offices de tourisme et les destinations. Voilà. Mais vraiment, c'est quelque chose où j'ai arrêté de faire et que je fais vraiment par dilettante et par passion. Et je choisis beaucoup plus mes projets aujourd'hui, chose que je ne faisais pas forcément auparavant. Pour revenir à la jeunesse du truc, j'étais sportif de haut niveau à la base. J'ai fait sport-études à Saint-Denis, au Creps là, de Saint-Denis. Je faisais du handball, donc j'ai fait du handball pendant les premières années. Ensuite, je suis allé en métropole, je jouais dans quelques équipes à haut niveau, entre guillemets, où j'ai fait que ça pendant le plus clair de mon temps. Ensuite, je me suis blessé, puis je me suis posé des questions en me disant que voilà, c'est un rythme quand même qui est assez compliqué. Il faut s'entraîner 2 fois par jour, tous les jours. Le samedi, on est parti aux 4 coins de la France pour aller faire des matchs et aller jouer. Il y a des compétitions un petit peu partout en France. Donc un rythme assez soutenu et puis je me suis blessé au genou, je me suis pété les croisés, voilà, qui est une blessure entre guillemets banale mais qui est assez fréquente dans le milieu du sport. Ce serait peut-être le moment de changer de voie et peut-être penser à faire autre chose, parce que finalement sportif tu ne peux pas le faire toute ta vie et qu'à un certain moment tu commences à vieillir et que tu as moins de capacité physique pour faire du sport et que du coup je n'étais pas encore à ce stade-là, mais voilà, je me commençais à me poser des questions. Donc j'ai arrêté. C'est surtout en rencontrant ma femme, Florence, où on a discuté, on a beaucoup réfléchi et je me suis dit que voilà, c'était le moment pour arrêter et de faire autre chose. Donc moi, je me suis pas posé beaucoup de questions, j'ai voulu faire comme ma mère. Ma mère, elle est aide-soignante, donc du coup, j'ai fait comme maman, j'ai fait aide-soignant dans un premier temps. Donc j'ai commencé à faire donc je passais mon concours, je fais ma formation, je commençais à travailler dans plusieurs services, toujours en métropole en France. Et voilà, pareil, très rapidement, je suis arrivé à un stade où je voulais faire un petit peu plus, et aller un petit peu plus loin dans les prises en charge. Donc du coup, j'ai fait infirmier comme beaucoup de mes collègues aides-soignants qui veulent devenir infirmiers par la suite. Donc voilà, je passais mon concours, je fais ma formation. Et aujourd'hui, je suis infirmier depuis 5 ans, diplômé depuis 2015. Pendant qu'on était étudiant, on avait monté une asso, un projet, ça s'appelle Care Conception Through the World, donc la conception des soins autour du monde. Donc le projet, en gros, c'était de voir un peu, faire un état des lieux des différentes façons de soigner autour du monde. Donc on interrogeait des soignants français qui travaillaient un petit peu partout autour du globe. Puis voilà, à force d'interviewer ces gens-là, on s'est dit bon, ça serait bien aussi que nous on aille faire un petit tour
et voir un peu aussi comment, voir de nos propres yeux comment ça se passe en fait. Avec un fil rouge, c'était de voir un peu les différentes façons autour du monde, de soigner autour du monde. Je commence à surfer et je vois des gens qui voyagent un peu comme nous, pas forcément avec le même fil rouge, mais qui voyagent, mais eux avec des fourgons aménagés. Donc à l'époque, il y a 7-8 ans. C'était encore hyper confidentiel, tu vois. En France, je crois qu'il y avait, s'il y avait 2-3 personnes. Il y avait une petite famille que je suivais qui s'appelait Your Open Road. C'est des gens, c'est une petite famille qui voyageait avec un T3 aménagé. En France, c'était des gens qui voyageaient en combi, en T2, je crois, ou en T2. Pareil, ils ont fait un tour du monde. Et je trouvais ça super cool en fait. Je trouvais ça super cool pour plusieurs trucs. C'est-à-dire qu'on pouvait partir où on voulait, quand on voulait. C'est-à-dire qu'on n'était pas dépendant des transports, des bus, des machins qui peuvent être plus ou moins compliqués en fonction du pays où tu choisis de voyager. Et je trouvais ça aussi super cool parce que donc nous, déjà à l'époque, on faisait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Et il y avait cette problématique en gros de voyager avec son matos. Enfin, franchement, c'est quand même important. Et franchement, ça prend beaucoup de place, même si aujourd'hui, avec la miniaturisation du matériel et qu'on se retrouve avec des choses beaucoup plus légères aujourd'hui, que ce soit en drone, que ce soit comment les batteries, comment tu les recharges et tout ça. Donc nous, on était partis de cet état des lieux là pour faire notre cahier des charges, pour en gros concevoir le véhicule qui nous convenait en fait. Et on a fait l'aménagement de notre véhicule en fonction de ce qu'on voulait, c'est-à-dire déjà être autonome, pouvoir aller partout et rouler partout surtout. Avoir une station de travail pour pouvoir recharger nos batteries facilement et pouvoir dormir normalement avec l'autonomie en eau et surtout donc en électricité. Donc on a aménagé notre fourgon en partant de ce cahier des charges là. Donc c'était chiant, c'était galère parce que quand tu pars de zéro, il faut pouvoir trouver des artisans qui sont dans la même optique que toi et qui comprennent ce que tu veux. Moi je ne suis pas bricoleur. Je suis une brêle, je ne sais pas du tout. Bon, je sais changer une roue aujourd'hui, mais c'est chose qui n'était pas le cas avant. Mais voilà, tout ce qui est partie mécanique, électricité, branchement en eau, je ne savais pas faire. Je ne sais toujours pas faire. J'arrive à me débrouiller un petit peu, si tu veux, et à voir un peu ce qui arrive à tomber en panne, mais je ne sais toujours pas faire. Donc voilà, le plus compliqué, c'était de trouver l'aménageur, en gros, qui puisse nous aider et faire ce qu'on voulait. Ouais. Donc ça, on l'a trouvé. On l'a trouvé en Bretagne avec un aménageur breton qui a compris ce qu'on voulait et qui a fait le van en fonction des plans qu'on lui avait donnés. Et puis voilà, donc pendant nos études, donc à la fin de nos études, on a réussi à avoir un fourgon qui nous correspondait et on était prêt à prendre la route donc pour la première destination qui fut l'Amérique du Sud, donc la Guyane. Ouais. Voilà. Donc on est arrivé en Guyane, on a mis le fourgon. Donc le fourgon, c'est un Volkswagen Transporter, un T4 de 1999. Donc c'est ce qu'on appelle un 4 roues-terrain, donc un synchro, un tout-terrain permanent. Et donc qui est très compliqué à trouver parce qu'ils sont hyper rares, ils sont très demandés aussi. Pourquoi on a choisi un transporteur T4? Parce qu'au départ on lorgnait déjà sur un T3. Ouais. Nous ce qu'on voulait déjà c'était un 4 roues motrices, ça c'était sûr. Et le T3 est super chouette, super beau, super classe, il a une gueule vraiment de baroudeur. Mon constat à l'époque, c'était qu'il fallait vraiment savoir mettre les mains dans le moteur, savoir réparer, enfin tu vois, avoir vraiment des bonnes connaissances en mécanique, ce qui n'était pas mon cas. Donc le T4 avait une bonne réputation de fiabilité et du coup on s'est dirigé vers ce modèle-là. Donc on a galéré pour le trouver, on a vraiment attendu très longtemps. On regardait sur le Bon Coin, parce que c'était le Bon Coin à l'époque où il y avait toutes les annonces, et on cherchait tous les jours pour voir s'il n'y avait pas un modèle qui sortait. Puis voilà, au bout de, je sais pas, 4, 5, 6 mois, il y a 6 mois d'attente, ouais, il y a un gars qui a mis son T4 en vente en Bretagne. Donc nous, on était à 2000 bornes, je crois, de la Bretagne, et on a fait la route pour aller le voir et aller le prendre direct, quoi. Donc voilà, donc on arrive avec ce véhicule aménagé, prêt pour prendre la route en Guyane après nos études, voilà, très rapidement. Donc on a mis le T4 sur un bateau, dans un conteneur,
Pareil, le transporteur c'était un partenaire aussi qui nous a fait un super prix. Donc on arrive en Guyane, le véhicule a mis 1 mois à voyager, à traverser l'Atlantique. Et voilà, donc je commence à travailler à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc je te le disais, c'est un petit hôpital qui est sur la frontière de la Guyane. Sur la frontière, il y a un fleuve en fait, qui s'appelle le Maroni, qui sépare le Suriname de la Guyane. Donc moi j'ai bossé dans cet hôpital-là pendant quelques mois. Et puis voilà, donc on s'était dit qu'on allait bosser un petit peu, parce que je venais d'être diplômé, je trouvais ça dommage de ne pas travailler un petit peu, tu vois, avant de prendre la route. Et donc je décide de bosser quelques mois. Et puis avant de partir, du coup, on a l'heureuse nouvelle d'apprendre que Florence est enceinte en fait. Et que du coup, ça change un peu nos plans. Parce que à la base, on devait faire un tour de l'Amérique du Sud complet pendant 1 an ou 2. Et finalement, en apprenant cette nouvelle-là, on se demande si ça va être possible. Et on décide de changer nos plans pour faire finalement que le Brésil, du nord au sud pendant 6 mois. Voilà, où on décide de prendre vraiment le temps au Brésil, mais de rester qu'au Brésil en fait. Parce que Florence était enceinte, parce que on ne savait pas trop comment ça allait se passer au niveau de sa grossesse, comment elle aurait pu faire son suivi de grossesse. Donc on décide de partir quand même parce qu'on avait préparé ce voyage pendant longtemps, mais de faire plus court, mais d'aller moins loin entre guillemets. Du coup, avec le fourgon, donc on avait commencé à voyager un petit peu en France, voilà, aller un petit peu aux 4 coins de la France avec le fourgon. Donc ça a confirmé en gros nos attentes, c'est-à-dire qu'on savait que le fourgon était fait, la vie en tout cas en fourgon était faite pour nous, et que les avantages que pouvait procurer le voyage en fourgon ça nous correspondait parfaitement. Et donc en fait de voyager un petit peu en France pendant quelques mois a fait que confirmer ça. Donc c'était vraiment le fait de pouvoir partir au dernier moment quand on voulait, de ne faire aucune réservation avant de partir et de prendre la route et de te casser et de te poser là où tu voulais, d'être autonome. Donc après la France, du coup c'était la Guyane. Donc la Guyane, on a vadrouillé un petit peu en Guyane avec le fourgon. Donc là c'était parfait, c'était nickel. Parce que la Guyane, voilà, c'est un territoire qui est encore très vierge, qui est encore un territoire qui reste à explorer, qui a beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est une destination qui est très nature. En gros, voilà, tu as des forêts super vierges, des endroits super nature, et que pour se poser en van, c'est très compliqué. C'est très facile, et que justement, il faut l'essayer, il faut le tenter. Ouais. Parce que voilà, avant de partir, on a eu beaucoup de sons de cloche en disant que la Guyane c'était dangereux, que fallait faire attention, que c'était très compliqué, mais enfin. Nous, on n'a pas ressenti ça en tout cas pendant le court laps de temps qu'on était là-bas. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à voyager en van et à découvrir la Guyane en van. Et franchement, on hésite même à le refaire parce que c'était vraiment un territoire qui nous a vraiment plu. Quand on est parti pour notre voyage, là, du coup, on a vadrouillé avec le fourgon au Brésil du nord au sud. Donc on a suivi la bande littorale jusqu'au sud, jusqu'à Rio de Janeiro. Voilà. Et pareil, beaucoup de sons de cloche différents, mais qui se rejoignaient tous en disant que le Brésil était un territoire où il fallait faire très attention, qu'il y avait beaucoup de violence, beaucoup d'agression. Voilà. Mais après, je pense qu'il faut faire sa propre aventure, il faut le voir de ses propres yeux, il faut tenter soi-même, ne pas prendre de risques, ça c'est évident. Parce qu'il y a, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a des règles quand même à respecter quand on voyage avec un fourgon. Et ces règles-là, on les a appliquées partout, que ce soit en France ou à l'étranger. Et franchement, je touche du bois, mais il ne nous est rien arrivé et ça s'est très bien passé. En fait, donc le blog il est venu, donc pareil, comme je te le disais pendant que j'étais étudiant. Donc nous, ce qui nous procurait du voyage, c'était de voir un peu comment les gens qui avaient finalement décidé de partir, donc du coup, il n'y avait qu'une ressource qui existait pour que les gens puissent témoigner en gros de leur voyage et de leur façon d'exercer à l'étranger. Donc du coup, le blog a servi un peu d'excuse à ça, c'est-à-dire qu'on interrogeait les gens, les infirmiers francophones qui travaillaient à l'étranger, et on publiait ces articles-là sur notre blog.
À l'époque, on ne parlait pas du tout de nous. C'est-à-dire qu'on parlait très peu de nous. C'était un blog personnel, mais un blog personnel tourné vers les autres. Chose qu'on a changé après en cours de route. Et au départ, on parlait beaucoup des autres en fait. Donc on a créé un réseau tout autour des autres. Donc en premier, c'était le blog avec les interviews. Je rédigeais aussi à l'époque, donc ces interviews, on les publiait sur le blog et aussi sur infirmier.com, qui était un peu notre partenaire média à l'époque, oui, qui reprenait tous nos articles. Ça a pris beaucoup d'ampleur dès le départ, parce que voilà, infirmier.com, c'est le premier média des infirmiers en France. Après, on a commencé par des vidéos. Ouais. On a commencé à faire quelques reportages vidéo en France, dans des établissements qui nous semblaient un peu innovants, un peu pertinents et qui avaient certaines valeurs qu'on voulait partager nous. Donc du coup, on leur a proposé de faire des reportages chez eux et on a fait des vidéos qu'on a publiées sur notre chaîne YouTube. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, on a raconté nos voyages. Donc on a partagé nos voyages un petit peu en France, pas trop en France, mais plutôt beaucoup dans les DOM et un peu au Brésil aussi. Et dans le but, en fait, l'idée, c'était pas forcément de se mettre en avant nous, mais c'était vraiment de partager en gros notre parcours. C'est-à-dire la personne qui voudrait faire la même chose, comment s'y prendre en fait. Comment aménager son fourgon, où le chercher, quelques tips pour l'aménager. Et donc nous, on a fait des articles, mais dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'était vraiment pour aider. Mais après, moi, je te parle d'une époque où il n'y avait rien. Il n'y avait aucune ressource sur le sujet. En fait, on partait tout le temps d'un constat où on se disait, ben voilà, il n'y a rien qui existe comme ressource. Donc, c'est cool d'avoir quelque chose où on est un peu le premier à le faire et que ça puisse être utile aussi pour les autres. Donc, on s'est lâché, on a fait beaucoup de choses dans ce sens-là en tout cas. Et on avait des résultats à l'époque qui étaient vraiment incroyables. C'est-à-dire que la moindre publication était virale très, très rapidement, quoi. Et c'était valorisant, quoi. C'était valorisant parce qu'on prenait beaucoup de temps à rédiger, à faire des vidéos, voilà, à ce qui nous semblait être pertinent pour aider les autres. Et on voyait que ça fonctionnait. Donc du coup, c'était cool et ça nous poussait à continuer. On avait des propositions aussi de création de contenu par derrière parce qu'on prenait beaucoup de temps à le faire. On avait acquis quelques compétences dans ce domaine-là. Donc forcément, les gens nous contactaient un peu plus pour travailler pour eux. Donc ça a duré un petit temps, ça n'a pas duré très longtemps, peut-être un an. Je me suis posé à cette époque même la question de savoir si, parce que ça devenait difficile à concilier avec le métier d'infirmier. C'était chaud, ouais. La passion, la création de contenu alimentait la passion. Donc c'était cool, mais le plaisir n'était plus là. On se mettait beaucoup trop en avant selon moi et c'était plus de l'instantané, c'était du figé, tu vois, fallait poser. Il fallait jouer, il fallait... et ça, c'est pas moi, c'est pas nous, en fait. Et du coup, nous, c'est vraiment... on voulait partager voilà, notre aventure, une tranche de vie, on avait des histoires à raconter. Et le jour où j'ai plus eu d'histoire à raconter, je me suis dit que c'était là où il fallait arrêter, en fait. Ouais, ça me manque pas et je pense que j'étais arrivé à la fin d'un truc, en fait. À la fin d'une histoire que j'avais fini de raconter et que voilà, il n'y avait plus de sens. Pour moi, ça a toujours été notre leitmotiv, en tout cas depuis le départ et depuis la création de ce projet-là il y a 10 ans. C'est la passion et la rencontre, le partage. Tout ça, c'est des valeurs qui nous semblent importantes dans la création de contenu, qu'on ne retrouve pas assez, selon moi, dans ce que je vois. J'ai toujours cette page Facebook qui est toujours là, que je continue à poster des trucs. Mais voilà, comme je te le disais tout à l'heure, c'est relou parce que il faut payer pour être vu et que c'est pareil, c'est quelque chose que je ne conçois pas, quoi. Donc, question. Donc il te reste ton blog, ouais. Et là où par contre, comme tu disais, ça peut rester, ça reste plus longtemps et si on a besoin d'apprendre certaines choses, si on cherche encore des choses, ça reste internet, donc du coup c'est toujours là. Donc ses réseaux sociaux, je les mettrai en description et puis même son blog, voilà. Tant qu'on arrive à partager et à raconter des choses, je continuerai en tout cas sur le blog. Et aujourd'hui c'est toujours le cas. On a investi les réseaux sociaux d'une autre manière et ça marche toujours. Et on a toujours des mails, des gens qui nous remercient par rapport à une aide qu'on a pu apporter, de l'inspiration qu'on a pu donner. Voilà. Notre but, c'est pas de dire aux gens de changer de vie. Nous, on a un certain regard sur notre métier, sur le partage et tout ça.
et ben, on est sans filtre et on publie. Après voilà, si ça correspond et ça procure de l'inspiration à d'autres, ben, tant mieux. Si ça procure aucune inspiration à personne, ben, tant pis. Déjà, le voyage en van, ce qui était important pour nous, c'était de faciliter entre guillemets notre voyage, pour les raisons que je t'expliquais juste avant. On voulait toujours favoriser la rencontre avec le van. Ouais, c'est ça, pas quelque chose qui isole. Mais en tout cas, nous, c'était pas notre façon de voyager. Donc nous, on s'était obligé, entre guillemets, de dormir une nuit dans le van et une nuit chez les autres. Et on a rencontré une vingtaine de familles avec des gens avec qui on a sympathisé et avec qui on continue de communiquer aujourd'hui. Un chouette souvenir, c'est qu'on a contacté une infirmière qui a habité à Brasilia, donc qui est la capitale du Brésil. Et oui, la capitale du Brésil, ce n'est pas Rio de Janeiro, c'est Brasilia. Ouais. Et du coup, en fait, on est arrivé à Brasilia et on a dormi chez cette infirmière-là une nuit. En fait, on devait y passer que 2 nuits. Finalement, le courant est tellement bien passé, c'était vraiment, quand je te parle de courant, c'était vraiment en fait un coup de foudre amical, tu vois. La fibre, on a tellement bien accroché qu'on est resté 1 mois, je crois, chez elle, ah oui. Tu vois. On est resté 1 mois chez elle. En fait, on est arrivé à une période où c'était le mois de décembre, en fait. Ouais. Et c'était les fêtes de Noël. Et du coup, on était tellement bien chez elle et on était tellement contents parce qu'en fait, on est arrivé chez elle, mais en fait, elle habitait dans une petite maison où il y avait toute sa famille autour, en fait. Et en fait, ils étaient une dizaine et on a sympathisé avec tout le monde. Et le courant est tellement bien passé c'était l'époque de Noël et on s'était dit que, fait chier, on allait repartir sur la route, tu vois. C'était bientôt le 24 décembre et nous, on voulait rester chez elle, tu vois. Et donc, on a essayé subtilement de pouvoir s'incruster, tu vois, c'est pas simple de pouvoir s'incruster pour les fêtes de Noël, c'est une fête familiale, c'est très compliqué, quoi. Mais en fait, non, elles nous l'ont proposé naturellement de pouvoir rester pour Noël chez elle. Donc du coup, on est resté Noël chez elle et avec toute sa famille à Brasilia et on a passé un super moment à ce moment-là. On s'est échangé des cadeaux, tu vois. On n'a pas acheté de cadeaux, mais on s'est échangé des trucs qu'on avait. Nous, on voyageait avec une imprimante photo, une petite, hein. Et en fait, on avait fait plein de photos et on les avait imprimées, on avait fait même un agrandissement qu'on avait donné à toute la famille. Ils étaient super contents, tu vois, et c'était super cool, quoi. Donc je pense que c'est sûrement un des plus chouettes souvenirs de ce voyage-là, en tout cas, de la rencontre et de ce moment des fêtes passées avec elle.